Allez, bonjour à tous. À quelques jours du deuxième tour des législatives, on poursuit notre cycle de débats consacré à ces élections qui vont décider de l'avenir du pays pour les 5 prochaines années. Parmi les 577 députés qui composeront le nouveau Parlement, 10 seront isérois. On va s'intéresser ce soir à celui ou celle qui sera présent sur la 5e circonscription de l'Isère. Avant de vous présenter les deux candidats qualifiés pour le second tour, je vous propose une petite carte postale de ce territoire signée Éléonore Pointeau. Du massif de la Chartreuse au sommet de Beldonne, en passant par le lac de Paladru et les vignobles du Grésivaudan, la 5e circonscription de l'Isère offre une grande diversité de paysages naturels. Ce territoire dynamique où résident 140 000 habitants abrite des entreprises emblématiques du département, ST Microelectronics, Petzel et Tesser à Crolles, Télédie Neudevé, les ciments Vicaille, Photoweb à Saint-Égrève. L'économie touristique est également très développée avec les stations de Champs-Rousse, des Sept-Lots, du Collet d'Alvar ou encore Saint-Pierre de Chartreuse. Détenue pendant 20 ans par le socialiste François Brault, la 5e circonscription a été remportée en 2017 par la République En Marche avec Catherine Kamowski, mais l'ancienne maire de Saint-Égrève n'a pas été réinvestie par son parti. Après avoir hésité à se présenter, elle a jeté l'éponge, comme les Républicains qui n'ont pas réussi à présenter un candidat. C'est donc un nouveau député que vont élire les électeurs de la 5e circonscription. Voilà, et ce nouveau député, il est présent sur ce plateau. Ce sera soit Florence G, bonjour, soit Jérémy Yordanov, bonjour. Bonjour. Vous êtes les deux qualifiés sur cette 5e circonscription pour le second tour qui aura lieu dimanche. Florence G, vous avez 52 ans, vous êtes responsable formation dans l'association Marc Simian, qui gère des maisons de retraite, des EHPAD, dans la vallée du Grésivaudan, première adjointe de la Terrasse, petite commune du Grésivaudan. Depuis 8 ans, donc vous êtes élue dans cette commune. Sympathisante de gauche, puisque vous avez été suppléant du conseiller départemental socialiste Bernard Michon, avant Flavie Rebotier. Et de Flavie Rebotier, avant de rejoindre le parti d'Emmanuel Macron en 2017, au moment de sa création. J'ai bon sur le... Et j'ai 2 filles. Et vous avez 2 filles, c'est important, effectivement. Moi, j'en ai 3, donc je sais ce que c'est. En face de vous, Jérémy Yordanov, bonjour. Bonjour. 39 ans, Jérémy, vous êtes originaire de Saint-Martin-du-Riage. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, EELV, un parti pour lequel vous militez depuis une vingtaine d'années et dans lequel vous travaillez. Vous êtes secrétaire national adjoint au sein du parti. Vous avez également été attaché parlementaire et vous menez en parallèle une carrière d'artiste peintre. C'est bien ça. Bon, c'est la première fois que vous vous présentez à des élections législatives ? Oui. Pas de mandat en cours ? Pas de mandat en cours. J'ai pas eu de mandat. Je n'ai pas exercé de mandat jusque-là. Alors tous les deux, c'est une première en tout cas à ce niveau. Comment vous avez vécu cette campagne, Florence G ? Écoutez, une campagne enrichissante où on a pu rencontrer, j'ai pu rencontrer avec mes équipes des habitants de la circonscription, bien que j'en connaisse déjà beaucoup, puisque je vis sur la circonscription, j'y habite, j'y travaille. Donc c'est vrai que je connais les enjeux et les défis. J'ai rencontré également beaucoup de présidents d'associations, du monde socio-professionnel et le monde de la montagne. Jérémy Yordanov, même question, comment vous avez appréhendé cette campagne maintenant qu'elle se termine ? Très bien. Très bonne ambiance, bonne dynamique. Écoutez, nous on est parti sur un format, vous avez pu voir, suite à l'accord entre les écologistes, les socialistes, les communistes, la France Insoumise, Génération S, un accord large à gauche et sur ce territoire, sur le terrain, ces forces s'additionnent. Je fais une campagne avec les militants de tout le monde, j'ai le soutien des partis et des personnes extérieures qui viennent me voir, des associatifs, etc. Et donc j'ai fait beaucoup de réunions publiques, beaucoup de contacts, du porte-à-porte, des marchés. Et voilà, très bien, bonne ambiance. Alors, on l'a vu dans le petit reportage qui présentait la 5e circonscription, il y a un contexte un peu particulier puisque la députée sortante, Catherine Kamowski, ne se représentait pas. On aura donc forcément un nouvel élu à l'issue de ce scrutin. On va regarder les résultats du premier tour. Il y avait 11 candidats sur cette 5e circonscription. C'est donc vous, Jérémy Yordanov, qui est arrivé en tête avec 800 voix à peu près d'avance sur Florence G, donc tous les deux au-dessus de la barre des 30%. Le Rassemblement national progresse fortement par rapport à 2017 pour dépasser les 18%. On peut compter aussi les 5% du candidat Reconquête arrivé en 5e position. Et puis entre les deux, on notera la 4e place pour Frédéric Vergès
qui a incarné une candidature de la gauche républicaine, en rupture en tout cas avec l'alliance proposée par la NUPES, et qui passe, lui, là aussi, la barre des 5%. Et pour être complet sur ces résultats, on a un peu plus voté qu'ailleurs dans la 5e circonscription. Le taux d'abstention est à 48%, alors qu'il tournait autour de 52% en Isère. Florent Gey, alors vous êtes deuxième et vous faites mieux qu'Emmanuel Macron pour la présidentielle. C'est vrai. J'en suis flattée. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, peut-être parce que je suis dauphinoise, très certainement. Contrairement à lui, ça c'est voilà. sûr. Bon, après, je n'ai pas la notoriété d'Emmanuel Macron. Non, c'est flatteur. J'avoue que j'en suis très honorée, d'autant pour ma première candidature, oui. Donc vous êtes satisfaite de score de premier tour Je suis satisfaite, mais je reste déterminée pour aller à la victoire dimanche, oui. Jérémy Yordanov, est-ce que vous attendiez arriver en tête sur ce premier tour ? Pour être tout à fait honnête, malgré la dynamique sur le terrain, comme je vous ai dit, je pensais plutôt arriver en deuxième position. Derrière Florent Gey ? Dans la mesure où il n'y avait pas de candidature de droite. Et on sait, une partie des électeurs de droite se reportent sur le vote LREM, ensemble maintenant. Donc c'est une très bonne surprise pour moi d'arriver en tête. Je constate que les scores s'additionnent à gauche, que la dynamique prend. Et vous l'avez dit, sur cette circonscription, il y a une forte mobilisation. Et donc dans ce contexte-là, c'est une surprise, une très bonne surprise pour moi. Alors pour moi, non. Je m'attendais à être deuxième parce que si on fait les calculs du premier tour des présidentielles, en comptant les voix de l'ensemble de la gauche, vous deviez être devant à 32%, c'est ce que j'avais calculé. On n'est pas très loin en tout cas des ordres de grandeur. C'est une circonscription alors, qui a été longtemps à gauche. Avec François Brotte, on dit Brotte et pas Brotte, voilà, qui était le député socialiste pendant une vingtaine d'années de ce territoire. Une circonscription qui, aux dernières départementales, même si ce n'est pas le même découpage, mais est plutôt passée à droite. En tout cas, les cantons du Grésivaudan qui sont abrités sur cette circonscription étaient remportés par des élus de la majorité départementale de Jean-Pierre Barbier. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un marquage politique très net sur ce territoire. Je parlais de François Brotte, député socialiste, qui vous soutient. Florence Gey, ça peut paraître surprenant ? Surprenant non, puisqu'avec François Brotte, on se connaît depuis de nombreuses années. J'ai habité Crolles, j'étais parent d'élèves et à l'époque, il était encore adjoint au périscolaire. Donc on a travaillé ensemble, François me connaît parfaitement et je le connais parfaitement. Donc c'est une confiance qu'il a envers moi et que j'apprécie. Jérémy Yordanov, sur ces 11 candidats, il y avait une candidature qu'on peut appeler dissidente à gauche, incarnée par Frédéric Vergès, la gauche républicaine, qui refusait en quelque sorte l'alliance proposée par Jean-Luc Mélenchon autour de la NUPES. C'était gênant pour vous d'avoir ce type de profil contre vous ? Non, pas du tout. Écoutez, ce n'est pas une dissidence. Chacun a le droit de se présenter aux élections. Il fait partie d'un parti politique qui a présenté des candidats de partout. Ils n'ont pas souhaité être dans cette alliance. Je crois que les électeurs de gauche ont fait le choix de se porter massivement sur les candidatures de la NUPES, un peu partout. Ça s'est vu ici aussi. Voilà, je ne fais pas plus de commentaires sur son... Je voulais juste rectifier sur la circonscription. Si on regarde sur les cantonales, en réalité sur le canton du Moyen Grésivaudan, les communes qu'on fait basculer à droite sont des communes qui sont sur la première circonscription. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que le découpage n'était pas le même. Quand on regarde au régional, c'est plutôt la gauche qui est en tête. Voilà, c'est juste pour nuancer ce petit point. Bon, en tout cas, vous êtes deux candidats, on va dire, dans un mouchoir de poche. C'est dur de faire un pronostic et je vais bien m'en garder, même si j'imagine que vous estimez tous les deux pouvoir l'emporter dimanche. Un petit mot sur le contexte national, maintenant qu'on voit à peu près où on va. Jérémy Yordanov, est-ce que l'alternance ou la cohabitation, en tout cas, qu'espère votre camp, la NUPES, est réellement possible ? L'alternance est possible. Elle est toujours possible. On a plus de 400 candidats qui sont qualifiés. La majorité est à 289. Donc la possibilité, elle est là. Maintenant, tout va dépendre de la mobilisation. S'il y a une forte mobilisation au deuxième tour, le jeu est ouvert. Si on reste sur un étiage comme au premier tour, ça va être plus compliqué d'avoir une majorité, il faut le dire. Mais il y a une probabilité assez forte, et c'est un enjeu réel, que Emmanuel Macron n'ait pas tout seul une majorité à l'Assemblée. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et ce serait un gain pour la démocratie française. Parce qu'on a vu pendant 5 ans, Emmanuel Macron a gouverné tout seul. Les élus de l'Assemblée nationale ont voté comme un seul homme, le petit doigt sur la couture du pantalon, ce qu'avait demandé Emmanuel Macron. Ils n'ont pas servi le rôle, ils n'ont pas servi la nation, ils n'ont pas servi ce à quoi
ce pourquoi ils sont élus. Oui. Moi, je vais juste répondre. Dans une majorité, en général, on suit son mouvement. Chose que vous ferez si c'est vous qui avez la majorité, et chose que je n'espère pas, parce que je pense que le pays sera bloqué. Si la NUPES a la majorité, le pays sera ingouvernable. Quand on voit les propositions sur le programme de la NUPES, ça fait peur. Moi, je m'inquiète, sérieusement, pour le futur, pour mes enfants, mes petits-enfants à venir, certainement. Et en ce qui concerne le pouvoir d'achat, toutes les utopies que vous avez annoncées, qui sont complètement irréalistes, et on sera complètement endetté, quoi. C'est 250 milliards en plus du budget de l'État. Jérémy Jordanov, c'est vrai que c'est un constat que font vos opposants sur la crédibilité de votre programme économique. Il y a le côté institutionnel et le côté budgétaire, j'y répondrai. Sur le côté institutionnel, excusez-moi, mais pendant 5 ans, le président de la République a contourné l'Assemblée nationale. C'est parfaitement scandaleux. La commission d'enquête Benalla n'a pas été capable de rendre son rapport d'enquête. Dans quelle démocratie ça existe? Le président de la République a décidé sur cette circonscription de débrancher Mme Kamowski et de vous investir à la place. Dans quelle démocratie le chef de l'État choisit les candidats législatives? Laissez-moi terminer. Si les députés sont aux ordres du président de la République, évidemment tout se passe à l'Élysée et il n'y a plus de contre-pouvoir. Je crois que les Françaises et les Français en ont marre de ce système où pendant 5 ans on décide, on vote une fois pour le président de la République et derrière il ne se passe plus rien. Il faut que l'Assemblée redevienne un lieu de débat. Il y a eu déjà des cohabitations dans ce pays, ça n'a pas posé de problème, donc il faut arrêter avec la peur sur la question institutionnelle. Le désordre institutionnel, c'est de ne pas respecter la séparation des pouvoirs. Sur la question maintenant du financement du programme, nous avons des mesures franches, évidemment, parce que si on ne fait rien, on va à la catastrophe. C'est de rien faire qui va à la catastrophe. Sur le climat, sur l'environnement, sur le pouvoir d'achat, sur la démocratie, si on ne change rien, la France va à la catastrophe. Évidemment, il faudra financer tout ça. Mais la France n'a jamais été aussi riche. On est un pays riche. La question, c'est comment est-ce qu'on répartit les richesses? Est-ce qu'on continue à accepter que l'écart entre la rémunération du capital et la rémunération du travail continue à se creuser? Non. Moi, je crois que ça n'est pas acceptable. Donc, il y a une série de mesures où il faut réorienter l'argent. Mais la France est riche. On n'est pas un pays pauvre. On est de plus en plus riche. Et les écarts de revenus se creusent. Il faut juste revenir à la normale. Il n'y a pas de peur à agiter sur cette question-là. La réponse concernant le SMIC à 1 500 €, qui fait 1 800 € brut, moi j'en ai parlé avec un commerçant qui est boulanger. Il m'a dit, si je dois rémunérer mes salariés à 1 800 € et que je ne peux pas augmenter le prix de ma baguette, je ferme ma boutique. Vous répondez quoi à ça? Je réponds que c'est une politique de droite. Non. Parce que le SMIC à 1 500 €, c'est la revalorisation de tous les bas salaires, et notamment des salaires des femmes dans les milieux du soin, dans les milieux hospitaliers. C'est la rémunération aussi de beaucoup de salaires saisonniers, etc. On a besoin de revaloriser les bas salaires en France. C'est une mesure de justice sociale. Il n'y a pas de raison. Et alors, sur la question du financement pour les artisans, les commerçants, il y a une caisse dans notre programme de péréquation entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Évidemment, il ne faut pas faire peser tout sur les petites entreprises, mais c'est aussi remettre la fiscalité des entreprises à égalité entre les petites entreprises et les grandes entreprises, qui aujourd'hui échappent pour beaucoup à l'impôt. En tout cas, il y a une différence qui est trop grande. Voilà. Mais sur la question des bas salaires, il faut revaloriser les salaires. Revaloriser, les employeurs ne peuvent pas revaloriser. Comment voulez-vous? Vous avez l'inflation et vous dites aux bas salaires, restez comme ça, votre pouvoir d'achat il baisse, c'est pas grave. Vous dites aux infirmiers, vous dites, c'est pas grave. Au personnel soignant, restez comme ça. Il y a une crise de vocation, on n'arrive plus à recruter. Alors le personnel soignant, je peux répondre parce que j'y suis depuis 15 ans quand même. Je peux vous dire qu'il y a quand même eu la prime Ségur, 187 € net par mois. Les aides-soignantes ont eu 70 € de prime grand âge en plus. C'est pas le problème de salaire qu'elles revendiquent, c'est le problème de personnel. Moi, mes collègues, elles font plus de 12 heures par jour. Le remplacement, on n'en trouve plus. Appelez les boîtes d'intérim, vous verrez, on ne trouve aucune infirmière ni aide-soignante pour venir remplacer quand quelqu'un est malade. On en est là. C'est pas les salaires. Elles ne revendiquent pas une rehausse des salaires. Elles demandent à pouvoir faire leur travail correctement. Je crois qu'on touche à une différence fondamentale entre les programmes. D'un côté, Emmanuel Macron fait des primes électoralistes, et de l'autre côté, nous, ce qu'on propose, c'est de restructurer complètement la rémunération du travail et de rémunérer les bas salaires. Voilà. Je crois que tout le monde aura compris. Pardonnez-moi, mais dans la santé, il faut revaloriser les bas salaires. Et la crise de vocation, elle est aussi là-dessus. Si
si on ne considère pas ces personnes, évidemment qu'elles ne vont pas venir. C'est des métiers qui sont extrêmement difficiles. C'est des métiers humains. Il faut mettre plus de formation. Et, bon, on pourra... Et sur la question... je ne sais pas si je viens là-dessus. Mais en fait, la revalorisation des salaires, je rejoins au niveau de la formation, effectivement. Il faut que le personnel peu qualifié puisse arriver à être qualifié. Ça a été fait. Le gouvernement, actuellement, a reversé des financements aux OPCO, donc c'est les organismes paritaires pour les EHPAD, les hôpitaux. On en est fourni 37 000 € par salarié qui souhaite être aide-soignante. C'est le coût d'une formation d'aide-soignante pendant 6 mois, 37 000 €. Voilà. Donc ils ont mis les moyens. Les gens partent en formation, mais seulement on ne peut pas envoyer tout le monde en même temps en formation, sinon nos hôpitaux seraient vides et nos EHPAD aussi. Sur la question des EHPAD, juste un petit mot. Parce que vous parlez de ce domaine, vous travaillez dedans, etc. Mais vous allez peut-être soutenir un gouvernement qui détruit des places dans les hôpitaux. À Saint-Laurent-du-Pont, la maternité a été fermée. À Saint-Égrève, les places en hôpital psychiatrique, 78 lits ont été fermés dans le quinquennat. Et sur les EHPAD, moi, je veux souligner une différence entre les programmes. Nous voulons arrêter, interdire les EHPAD privés à but lucratif. Il est scandaleux que des entreprises et des salariés, finalement, aient besoin d'arbitrer entre le soin, la santé, l'accompagnement des personnes âgées et le profit de leurs actionnaires. Donc nous disons oui à des systèmes publics et des EHPAD privés coopératifs, mais pour le privé, il faut arrêter cette logique de marchandisation de l'humain, tout simplement. Ça existe, vous savez que des départements, en fait, ce n'est pas l'État, c'est le département qui gère le social. Nous souhaitons au niveau national interdire. Mais certains départements ont interdit l'installation des EHPAD privés. En tout cas, on a compris qu'effectivement, tous les deux, vous aviez envie d'aider les Français à sortir de cette spirale inflationniste qu'on connaît depuis quelques mois. Vous n'avez pas forcément les mêmes moyens et les mêmes solutions à proposer. Pour terminer sur ce dossier, il y a un autre point clivant, c'est les retraites. Effectivement, là aussi, il y a deux propositions assez radicalement différentes. D'un côté, Emmanuel Macron qui propose de repousser l'âge de la retraite pour pouvoir financer le système, autour de 64-65 ans. Et puis de l'autre côté, la NUPES, avec là des nuances d'âge en fonction des partis qui composent l'Alliance. Jérémy Jordanov. Le principe, c'est que alors les caisses de retraite, elles sont financées. De dire tout le monde va partir à 65 ans et en fait, il faudra aller encore certainement beaucoup plus loin, etc., je pense que ce n'est pas une mesure de justice sociale parce qu'aujourd'hui, les métiers les plus difficiles doivent pouvoir s'arrêter tôt. Voilà. Moi, je crois qu'il faut le dire. Et il y a une question, on parle souvent de l'espérance de vie. Il y a la question de l'espérance de vie en bonne santé qui recule aujourd'hui en France. Et ça, c'est dramatique. Donc, il faut arrêter avec toujours le report de l'âge de départ à la retraite. C'est une logique qui ne va pas. Il faut répartir les richesses différemment. C'est aussi simple que ça. Alors, dans votre programme, vous parlez effectivement d'annoncer la retraite à 60 ans, mais avec 40 annuités. Voilà. Donc, quand on termine ses études, on a à peu près 25 ans, on va dire ça comme ça. Vous comptez 40 annuités, ça fait 65. Je pense que c'est un faux débat. Finalement, vous retombez l'un et l'autre sur les mêmes ordres de grandeur. Exactement. Je ne suis pas d'accord. J'imagine, il faut permettre aux personnes qui ont des métiers difficiles de prendre leur retraite à 60 ans. C'est prévu. La pénibilité va être révisée, bien sûr. C'est prévu. Alors on verra. De toute façon, c'est pas ici que ça va se décider. On le voyait dans la carte postale, la 5e circonscription, c'est un territoire vaste et varié, mais avec notamment deux massifs importants pour l'Isère, le massif de la Chartreuse et le massif de Beldon, des massifs qui abritent de nombreuses stations de ski, Saint-Pierre, Champs-Rousse, les Sept-Lots, le Collet d'Alvar, le col de Marcieux, Saint-Hilaire du Touvet, Saint-Hugues, le col du Barrios. J'espère que j'en ai oublié aucune. Des stations qui sont pour la plupart menacées à court ou moyen terme par le réchauffement climatique. Est-ce que, Florent Gey, c'est une bombe à retardement, la disparition plus ou moins annoncée de ces stations qui sont importantes pour l'économie touristique du territoire ? Ah bah oui, parce que l'économie touristique sur notre territoire, c'est environ 7%, il me semble. C'est quand même un chiffre énorme, important. Il faut s'orienter vers d'autres formes de tourisme, pardon. Moi, je dirais qu'on a un exemple, le col de Marcieux, par exemple, qui fait les 4 saisons. On a un gros souci avec la station de Saint-Pierre en Chartreuse.
300 000 euros de déficit par an. La communauté Cordes-Chartreuses s'interroge sérieusement sur le devenir de cette petite station. Champs-Rousse, les Sept-Lots, Saint-Hilaire, alors Saint-Hilaire, c'est le Côte de Marcieux, on va dire, hein, voilà. Il y a quand même la communauté de communes du Grésivaudan qui est riche grâce à ST, on peut dire, heureusement qu'on a du monde économique sur notre territoire, parce que sans ça, on n'aurait rien du tout. Dernièrement, il y a eu d'ailleurs l'inauguration d'un complexe sportif sur le plateau des Petites Roches. C'est grâce à ST. Ils vont financer jusque sur la... c'est parce que c'est la communauté de communes du Grésivaudan. Donc ça, faut quand même y remédier. Mais pour revenir aux stations, effectivement, il faut développer tout ce qui est le tourisme vert. Voilà. Les 4 saisons, c'est impératif. Surtout qu'on a quand même des petites stations qui vivent du monde économique, avec des agriculteurs qui sont souvent en bi-emploi, qui font l'agriculture et après moniteurs de ski. Donc tous ces agriculteurs-là font partie du monde économique de la petite montagne. On parle de plus en plus, Jérémy Jordanov, de projets de câbles pour relier les vallées aux stations de ski. Alors, il y a quelques projets qui ont été évoqués sur votre territoire, hein, notamment vers le Collet d'Alvar ou vers Champs-Rousse, en partant depuis Grenoble. C'est des pistes de développement pour doper, entre guillemets, l'économie touristique des stations de sport d'hiver. La question n'est pas de doper l'économie touristique. Il y a deux problématiques. Il y a celle liée au réchauffement climatique. Toutes les études montrent qu'en 2050, on n'aura plus suffisamment de neige pour faire tourner une saison entière, y compris dans le massif de Beldon. Donc il y a une planification à prévoir sur la reconversion de ces stations. Vous parliez tout à l'heure de la communauté de communes du Grésivaudan. Elle finance aussi beaucoup le déficit des Sept-Lots et c'est un manque d'anticipation. Et il y a une mauvaise guerre avec la station de Champs-Rousse. Je pense que les financements sur les stations devraient être revus. Mais sur la question du câble, ce qu'il faut voir, c'est que 75% des émissions de CO2 liées aux stations de ski, c'est le trafic routier. Voilà. Donc à un moment donné, si on veut résoudre ce problème-là, il faut mettre des bus. Aujourd'hui, par exemple, sur Champs-Rousse, il y en a un, mais il va jusqu'à la gare. Il faudrait qu'il s'arrête à JR, et il faudrait que ce soit beaucoup plus pratique pour beaucoup plus de monde, parce que c'est un problème d'embouteillage aussi sur place, etc. Et la question du CO2, il faut absolument y arriver dans tous les secteurs d'économie. Et donc, sur le principe, moi, je suis très favorable à ces histoires de câbles. Il faut voir à quelle échéance ça peut être mis en place. Et il faut mesurer aussi les flux. À quel moment? Je pense que l'enjeu, c'est que ces stations ne fonctionnent pas simplement 2 mois l'hiver, mais qu'elles fonctionnent toute l'année avec des équipements différents et une approche aussi peut-être un petit peu différente de la montagne, qui ne soit pas tournée que sur le business des stations, des grandes stations. Voilà. Il y a beaucoup d'acteurs économiques en Chartreuse, dans le Grésivaudan, pas dans le Grésivaudan, mais dans les balcons de Beldon. Beaucoup d'acteurs économiques sont liés à la montagne, qui n'ont pas la visibilité des grandes stations, et qu'il faut aussi accompagner économiquement avec des coordinations de projets pour mettre en valeur des plus petites entités. Florent Angers, Jérémy Jordanov soulignait l'aide des collectivités pour permettre à ces stations d'exister. Vous assumez ces financements? C'est un choix politique de la part de la communauté de communes du Grésivaudan. Toute décision est prise en conseil communautaire. C'est voté par l'ensemble des élus du conseil communautaire. C'est 48 communes. Donc je pense que c'est assumé de la part du Grésivaudan. Après, heureusement, parce que sinon on fermerait beaucoup de stations et on mettrait beaucoup de gens au chômage. Vous savez, la montagne, moi je dis que la montagne, c'est ma devise, je la reprendrai de la part d'un ami. La montagne, je la respecte, je la protège et je la partage. Donc voilà. Si vous me permettez, sur cette question-là, vous assumez le déficit des Sept-Lots et le financement par la communauté de communes, mais il n'y a aucune transparence sur cette question-là. Ah bon? Les élus communautaires, il n'y a pas, et ça me permet d'arriver sur une question que nous, on défend, c'est que les communautés de communes, les intercommunalités doivent être élues au suffrage universel direct. Aujourd'hui, ce sont des élus qui sont envoyés par les mairies, personne ne sait ce qui se passe, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de responsabilité, et je pense qu'on est en droit, en tant que citoyen, de demander des comptes à nos élus. Et donc, les communautés de communes doivent être élues au suffrage universel. C'est ce que je défendrai en tout cas. Alors, les conseillers communautaires sont quand même fléchés sur un bulletin de vote.
Oui, lors c'est vrai des que municipalités. il y a eu un petit changement. Qui les connaît? Ah Ils font pas bah, campagne sur un programme et les élus communautaires n'ont pas été élus sur un programme dans le Grésivaudan, et ce qui leur permet de financer les 7 lots, mais de ne pas financer Champs-Rousses. Et ça ne vous pose pas de problème, par exemple. Donc, non. moi, Je il peut peux y pas avoir un vous débat dans les laisser dire comités de ça. communes. Il faut simplement qu'il soit transparent, qu'il soit assumé dans les électeurs. Et je pense que le vote au suffrage universel direct n'est pas forcément une mauvaise idée. c'est vrai. Vous voulez répondre ou pas, Florence? D'ailleurs, c'est pour ça que le Saint-Hilaire-du-Touvet demande à rentrer dans la communauté commune du Grésivaudan, parce que suite à l'incident du funiculaire, ils perdent plus de 20% de leurs chiffres. Ils se posent des questions Et sur ils se posent l'avenir, exactement de leur avenir, ainsi que le camping et les commerces du plateau. On évoquait, Jérémy Jordanov évoquait la pollution liée au déplacement en voiture pour accéder aux stations de ski. Il y a plus de 80% ou 80% à peu près des habitants de votre circonscription qui utilisent la voiture, notamment pour aller travailler. Les développements des transports en commun, comme on peut le connaître à Grenoble, vélo, tram, etc., ne sont pas forcément adaptés à un territoire comme le vôtre. Qu'est-ce qu'il y a comme piste, comme solution que vous aimeriez porter, Florence G, alors, il y a le bus à 1 euro pour aller aux Sept-Lots, par exemple. Encore les Sept-Lots, effectivement, qui a été mis en place par la communauté de communes du Grésivaudan. Donc ça, c'est déjà pour éviter les voitures, les encombrements, parce qu'on sait très bien que le nombre de voitures n'arrive pas à se garer. Mais après, au niveau des transports, il y a quand même la halte ferroviaire qu'il faut absolument développer. C'est le train qui peut être un outil pour réduire le flux de voitures. Bien sûr, il y a le RER qui est prévu à Brignoud d'ici 2027, il me semble. Ça a été reculé un petit peu. Mais il n'y a pas que. Il y a la halte de Tansin qui a été fermée il y a 30 ans. Nous, actuellement, on vit dans le Grésivaudan avec un pont qui est fermé. Ce pont, c'est 27 000 véhicules jour. On se rend compte sur le mode de déplacement que les gens prennent automatiquement leur voiture. On vit des embouteillages comme pas possible, comme on n'a jamais connu sur le territoire du Grésivaudan. Et je pense que oui, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est représentatif dans 5 à 10 ans, où la population aura encore augmenté et on ne pourra plus se déplacer. Donc la halte ferroviaire de Tansin, c'est un projet dont je me suis chargée en tant qu'élu local et que je défendrai demain à l'Assemblée nationale, effectivement. Jérémy Jordanov, le train, vous êtes d'accord avec Florence G, c'est le bon vecteur pour un territoire comme celui de la 5e circonscription? Oui, sur la question du train. En France, on a abandonné le train en dehors du TGV. On ferme des voies, on ferme des gares depuis des années et il n'y a aucune anticipation. Le réchauffement climatique nous impose d'avoir des mesures assez radicales et il faut refinancer le train. Il faut refinancer des lignes de train de partout sur le territoire, pas uniquement dans le Grésivaudan, mais il faudra le faire dans le Grésivaudan, la halte de Tansin, Domaine, etc. Il y a la question du train, il y a la question du bus, qu'il faut aussi beaucoup développer, la question du cadencement du bus, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le prendre parce qu'il est souvent en retard, et c'est la même chose avec le train. Quand on veut aller à son travail et qu'on est une fois sur 10 ou une fois sur 5 en retard, et ben, au bout d'un moment, on arrête de prendre le train, on prend sa voiture. Et ça, c'est pas possible. Donc, la question du cadencement, les trains, les bus. Sur l'autoroute, il faut nationaliser les autoroutes. C'est un scandale qu'elles aient été privatisées au moment où ça devenait rentable. L'État, les Français ont financé, et une fois que c'était rentable, on a privatisé. Eh bien non, ce n'est pas possible. C'est un service public, le déplacement, et il n'y a pas de raison que ça soit au privé. Et cette autoroute dans la vallée du Grésivaudan, ça doit être en réalité un boulevard urbain. Il faut pas que ce soit une autoroute. Donc il faut rajouter des sorties, et il ne faut pas qu'elles soient payantes. Voilà. Il faut qu'elles reviennent à l'État. Je m'arrête là sur la question du déplacement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais au niveau de l'autoroute, vous saviez que le péage avant arrivait avant Crolles et que c'est M. Paul Jargot qui l'a reculé. C'est Paul Jargot qui a reculé le péage de Crolles pour que le personnel qui, à l'époque, était Thomson, puisse venir travailler gratuitement. D'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire, voilà, la communauté discute en ce moment avec l'AREA, le propriétaire privé, enfin de concessionnaire privé, pour que le péage soit gratuit. Donc il y a déjà eu 50%, enfin voilà, à condition de faire 11 passages, il y a déjà eu une avancée qui est loin d'être suffisante et de répondre aux besoins de l'ensemble des habitants. Mais ce sujet-là, effectivement, moi je le défendrai, que le péage de Crolles actuellement puisse être gratuit pour que les gens puissent aller travailler tranquillement et décharger les petites communes des voitures, parce que sur certaines communes, c'est plus de 8000 voitures jour qui passent quand même.
Bon, il y a au moins un point comme ça, vous êtes d'accord? C'est que Non, on n'est pas d'accord. l'autoroute parce que gratuite entre... Madame veut continuer à financer le concessionnaire privé. Moi, je ne suis pas d'accord. Sur les barrages, c'est pareil. Il ne faut pas privatiser les barrages. Il faut garder dans le domaine public tout ce qui est du service public. Les hôpitaux, il faut remettre des médecins dans la campagne, il faut garder les administrations dans les villages, il faut arrêter de tout donner comme ça au privé, de sous-traiter au cabinet McKinsey les questions au niveau national dans les ministères. C'est une logique qui est désastreuse parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus rien, il n'y a plus de financement et ce sont des grands groupes privés qui détiennent les aéroports, les autoroutes, bientôt les barrages. Demain, on va faire face à des crises, on le voit avec l'Ukraine, il y a des crises qui sont face à nous. Il faut que l'État soit fort dans ces crises. Il faut qu'on soit indépendant sur les questions énergétiques. Il faut qu'on soit indépendant sur les questions d'agriculture. Il faut qu'on soit indépendant sur les questions de transport, etc. Donc, je crois qu'il faut sortir de cette logique où, dès que l'État a une activité qui est rentable, elle le vend au privé pour financer des politiques à la petite semaine. Florence G, je vous laisse répondre et après on conclura le débat entre vous. Alors moi, je rebondis sur les médecins, effectivement. Vous avez raison, il faut des médecins. Par contre, vous avez un soutien. Un maire d'une commune qui a reporté l'ouverture d'une maison de santé. Alors j'ai des soutiens de plusieurs maires de petites communes et je défends l'obligation temporaire d'implantation des médecins dans les zones de désert rural. Parce qu'il a acheté un terrain agricole pour qu'il ne devienne pas constructible. Vous voyez? Donc après, on n'a pas du tout effectivement les mêmes priorités. Alors vous parlez de quelle commune, Florence G? D'accord, c'est... Monsieur Yordanov cherchera. Bon, on regardera aussi de notre côté. On arrive à la terme de ce débat, des échanges qui étaient intéressants. On a compris effectivement que vous n'étiez pas du tout sur les mêmes positionnements, ce qui est normal dans une campagne électorale. Pour finir, un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué, que vous avez envie de mettre en avant. Jérémy Yordanov, c'est vous qui êtes un petit peu en avance sur le temps de parole, donc je vous laisse la parole. Écoutez, moi, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la démocratie. Et je crois qu'une mesure assez simple, qui peut être prise par une loi, c'est la proportionnelle aux élections législatives. Ça permet, la représentation de l'ensemble des composantes politiques, des sensibilités politiques. Ça permet d'avoir une Assemblée nationale qui débat réellement et que le débat se passe là et non pas dans la rue ou à l'Élysée. Et puis, ça permet aussi la parité stricte à l'Assemblée nationale. Il faut que les femmes soient à parité dans les grandes entreprises, l'Assemblée nationale, dans les ministères, etc. Je pense que c'est une mesure assez simple qui n'a jamais été mise en place. C'était dans le programme de Macron. Il ne l'a pas appliqué. Je pense qu'il faut un jour avoir des députés qui sont en capacité d'appliquer leur programme. On l'a eu en 86, si ma mémoire est bonne, mais ça a duré 2 ans, effectivement. C'est exact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le résultat du premier tour, en gros 3 blocs à 25%, on aurait un tiers de députés du du Rassemblement national, un tiers de gauche et un tiers de macronistes. Ce serait gouvernable pour vous, une assemblée comme celle-là? Absolument. Absolument. Il faut qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des discussions, des coalitions. Il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça. C'est la logique institutionnelle. On élit des députés et la majorité qui sort de l'Assemblée nationale donne la couleur du gouvernement. Il y a un accord sur un programme de gouvernement. Ça se passe comme ça dans toutes les grandes démocraties. Il n'y a pas de raison que la France échappe à cette logique. On a quand même un modèle avec la métropole de Grenoble. C'est quand même de l'entre-soi au niveau du bureau exécutif. On ne peut pas dire que ça soit très démocratique. Non, mais on a quand même l'exemple. C'est quand même vos confrères ELV qui sont quand même en tête. Je peux vous dire que la gouvernance est loin d'être un exemple. La dernière fois, quant au débat à la métropole sur le Burkini, l'ensemble du groupe a quitté l'hémicycle. Donc si c'est comme ça, demain, que la France sera gouvernée, voilà pourquoi mon inquiétude. Si tout le monde quitte l'hémicycle parce que personne n'est d'accord et ne veut pas débattre, moi je suis désolée. Florence G, pour conclure sur un sujet comme Jérémy Yordanov qui vous tient à cœur. Alors moi, ce sont les EHPAD, bien évidemment, étant dans le médico-social. Moi, je souhaite accompagner mes collègues dans lesquels elles travaillent. Il y a eu jusqu'à aujourd'hui 20 000 emplois supplémentaires. C'est encore 50 000 emplois supplémentaires qui sont prévus par le gouvernement. Ce sont les contrôles, justement, par rapport aux dérives qui peuvent exister avec le privé. Voilà. Donc, je serai vigilante sur ces points et que la santé, tout le monde a le droit d'être pris en charge, bienveillant et soutenu, accompagné. Voilà.
Eh bien, merci d'avoir participé à ce débat de deuxième tour. Je vous donne rendez-vous sur le plateau de Télé Grenoble dimanche soir, puisqu'à partir de 20h30, on sera en direct de la préfecture pour l'épilogue de cette campagne des législatives. Bonne fin de campagne à tous les deux. À très bientôt. Et nous, on se retrouve dès 20h pour un autre débat.